Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, c'est un enjeu bien français que l'on s'intéresse, puisque vous l'avez vu, le titre que nous avons donné à ce webinaire n'est autre que les médias français au tournant et la démocratie aussi, point d'interrogation. Alors, vous l'avez tous en tête, le contexte dans lequel nous nous situons, la montée en puissance de Vincent Bolloré sur la scène médiatique française, le projet de fusion de France Télévisions et de Radio France. Voilà déjà deux facteurs d'inquiétude qui qui travaillent la société française. Et on va en aborder bien d'autres, des enjeux, grâce à nos quatre invités du jour, qui sont toutes et tous experts en la matière. Je les présente d'un mot par ordre alphabétique. Sylvain Bourmeau, d'abord, directeur d'AOC et producteur de La Suite dans les idées à France Culture, professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Julia Cagé, professeur d'économie à Sciences Po Paris et auteur de L'information est un bien public, refonder la propriété des médias, publié au Seuil en 2021 avec Benoît Huet. Sophie Géel, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 et membre du laboratoire CEMTI. Et Thierry Vedel, chercheur au CEVIPOF, qui, comme cet anagramme ne le dit pas, signifie Centre de recherche politique de Sciences Po. C'est un autre spécialiste de la question qui va pouvoir présenter son analyse de la situation. Nous avons vraiment beaucoup de chance de pouvoir profiter des lumières de nos quatre invités du jour. Alors, je commencerai par ce que j'ai évoqué en tout premier point de cette introduction, la montée d'un nouvel acteur. Ce n'est pas la première fois que des entrepreneurs prennent le contrôle de médias en France, bien sûr, loin de là. Mais la montée de Vincent Bolloré sur la scène médiatique française présente quand même des caractéristiques nouvelles. Et pour nous dire lesquelles, nul n'est mieux placé que Julia Cagé, qui va du coup introduire le sujet, sachant que tous ceux et toutes celles qui voudront intervenir ensuite pourront bien sûr le faire, en commençant par le panel. Pour ce qui est de ceux qui nous suivent à distance, les questions, elles, seront prises par nous, par écrit, à partir de 18 heures. Au bout d'une heure de panel, on se tournera vers ceux qui nous auront suivis et qui auront des questions à poser en outre, en plus de celles que nous aurons déjà abordées. Mais Julia, tu as la parole pour introduire ce point tellement important. Merci beaucoup Christophe. Je suis ravie de participer à cette discussion. C'est un peu difficile de savoir par où l'aborder. C'est sûr que Vincent Bolloré, c'est pas le premier tycoon, et je choisis ce mot volontairement, à prendre le contrôle d'un média, hein, puisque c'est ça qui a inspiré ces tycoons, un film merveilleux à Orson Welles il y a maintenant des décennies, parce que quand on parle de Vincent Bolloré, souvent une réponse qu'on a, c'est ah, mais on a bien eu Robert Hersan en France historiquement, et c'est vrai, Robert Hersan était appelé le papivore, et quand on écrit la loi de 1984, qui a fini par être la loi de 1986, après que la droite l'ait détricotée 2 ans après son passage par la gauche en 84, on parle de la loi anti-Ersan, donc c'est pas pour rien. Il y a des figures aussi à l'international, hein. On connaît très bien le cas Rupert Murdoch. Donc il y a quand même tout un contexte, et Vincent Bolloré n'est malheureusement ni le premier sans doute, ni le dernier. Maintenant, qu'est-ce qui fait sa spécificité? Il y en a plusieurs. Il faut quand même, on va partir un peu de la recherche sur le sujet. Moi, j'ai très précisément étudié le cas Vincent Bolloré avec 3 co-auteurs. Nicolas Hervé, qui est à l'Institut national de l'audiovisuel, Camille Roy, qui est à l'Université de Mannheim, et Maurice Engel, qui a fait sa thèse à Sciences Po Paris. On a essayé d'étudier l'impact de Vincent Bolloré sur les contenus en fait, des chaînes dont il a fait l'acquisition. Donc, il prend le contrôle du groupe Canal+ en 2015, qui à l'époque regroupait déjà iTélé, qui va devenir CNews,
D8 qui va devenir C8, et puis bien sûr Canal+. Et une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a regardé en fait l'évolution des invités sur les chaînes de groupe Canal+, et on a comparé ça à ce qui se faisait sur toutes les autres chaînes de l'audiovisuel, le public, privé, au cours de la même période. Donc on a pris une fenêtre assez large, hein. On a pris une fenêtre d'études qui couvre 2002-2022, quasiment 20 ans d'études, et on peut voir en fait ce qui se passe au moment de l'arrivée de Vincent Bolloré. C'est-à-dire, vous pouvez regarder tout ce qui se passe sur les autres chaînes, prenez les chaînes du groupe Canal et vous regardez l'effet de Vincent Bolloré sur les différentes invitations, et notamment sur les différentes invitations à des personnalités politiques. Et ce qu'on trouve, c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, quand il va faire un virage vers la droite et vers la droite de la droite en prenant l'acquisition du groupe Canal+, il ne le fait pas pour répondre à une demande particulièrement. Si vous regardez d'ailleurs iTélé, c'est assez intéressant de voir qu'en termes d'invitation, iTélé jusqu'en 2015 se situe plutôt à gauche du spectre politique, comparé à toutes les autres chaînes, pas du tout à droite. Et donc il va faire ce tournant en 2015 en invitant de plus en plus d'invités de droite, de plus en plus d'invités à la droite de la droite, comparé au reste du spectre télévisuel, et à tel point qu'on peut estimer le temps de parole gagné par l'extrême droite du fait de l'acquisition de ces chaînes par Vincent Bolloré à quasiment 20 points de pourcentage. C'est quand même un effet qui est massif. C'est pas un effet qui se passe entièrement entre 2015 et 2016. En fait, il va graduellement augmenter au cours du temps, et on va pouvoir en reparler, je pense notamment avec Sophie GL, mais avec tout le monde, du rôle joué par l'Arcom et du rôle joué par le régulateur. En fait, l'Arcom n'intervient pas immédiatement parce que finalement, au départ, ça se fait de manière discrète et ça s'accélère au cours du temps, mais c'est quand même vraiment la première chose. Et on n'a jamais eu, à ma connaissance, un effet aussi massif. La deuxième spécificité de Vincent Bolloré, par rapport notamment à ce qu'on connaissait dans le cas français, notamment le cas Hersan, c'est que ça se passe dans le secteur audiovisuel. Dans le secteur de la presse papier, vous avez des règles qui sont des règles en termes de pluralisme externe. Donc l'idée, c'est d'avoir des règles qui garantissent une concurrence suffisante, qui font qu'on peut avoir des journaux de droite, comme Le Figaro, des journaux de gauche, comme Libération. Parce qu'il n'y a pas la contrainte technologique d'entrée comme on peut l'avoir dans le secteur audiovisuel. Dans le secteur audiovisuel, du fait de cette contrainte technologique historiquement d'entrée, et puis du fait que les gens ne consomment généralement qu'un nombre réduit de médias, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, on a voulu rajouter des règles de pluralisme interne. Et ce qu'on voit avec Vincent Bolloré, c'est qu'on a pour la première fois un acteur qui contrevient fortement à ces règles en termes de pluralisme interne, ce qui s'est vu récemment avec des sanctions de la part de l'Arcom, mais surtout avec une décision du Conseil d'État qui a dit à l'Arcom de jouer son rôle. Et le fait que l'Arcom devrait davantage jouer son rôle de sanction. Donc ça, c'est quand même la deuxième spécificité qui nous rapproche davantage à Vincent Bolloré, d'ailleurs d'un Rupert Murdoch, notamment dans sa force de frappe. Et puis la troisième, c'est qu'il a passé son temps à pousser un peu plus loin le bouchon et à franchir de plus en plus de lignes rouges. Bon, ça se voit, il prend le contrôle du groupe Canal. Une des premières choses qu'il fait, ça a été documenté d'ailleurs, il l'a presque lui-même reconnu, c'est qu'il va censurer un documentaire sur Canal+, sur le Crédit Mutuel, parce que ça déplaisait à un de ses amis. Ensuite, pour ne plus avoir à censurer, il supprime la cellule d'investigation de Canal+. Il transforme puis supprime les guignols de l'information. Et sur une chaîne comme Canal, c'est assez intéressant. Il finit par supprimer en fait tout ce qui relève de l'information, même de l'infotainment, de l'information. Il supprime les programmes. Ensuite, sur iTélé, il faut quand même se rappeler qu'au moment de la reprise en main en 2016 par Vincent Bolloré, vous allez avoir la plus longue grève de l'histoire de l'audiovisuel privé. C'est-à-dire que vous avez une stratégie qui est mise en place qui consiste à aller tellement loin qu'on ne peut que voir le départ de la majorité de la rédaction. Et c'est quand même quelque chose qui est fait en partie volontairement, puisque ce qu'on voit aussi et ça c'est particulier, vous n'aviez pas ça chez Ersan, ce qu'on voit dans la stratégie de Vincent Bolloré, c'est non seulement une stratégie de conquête et de reprise en main idéologique, mais aussi une stratégie d'économie. Donc, dans tous les médias dont il fait l'acquisition, c'est vrai à iTélé, mais ça s'est vu très clairement au Europe 1, encore plus au JDD, il va entraîner des départs massifs avec des journalistes qu'il ne va pas remplacer. Très peu remplacer. Donc, en fait, même s'il a sur le court terme des pertes de recettes en termes d'audience, ce qu'on a observé pendant toutes les premières années de l'RC News, par exemple, ce qu'on observe encore aujourd'hui sur Europe 1 où il n'a pas inversé la courbe, comme il va dépenser beaucoup moins, en termes d'équilibre d'ensemble économique, il y a une certaine rationalité. Et puis ensuite, il va aller encore plus loin. Dans le cas d'Europe 1, vous avez à nouveau une grève, et dans le cas du JDD, il va pousser le bouchon au maximum. Vous avez une décision qui est prise d'imposer un directeur de la rédaction contre plus de 95% de l'avis d'une rédaction. Et c'était pas, je dis pas ça pour les vexer, hein, j'ai suffisamment passé de temps avec eux au cours des derniers mois, c'était pas une rédaction de gauchiste au JDD, hein. Et malgré tout, vous voyez, il va tellement piétiner les règles de l'indépendance que vous avez la plus grande partie de la rédaction de ce journal
qui disparaît. Et ce qui est particulièrement effrayant, je pense, dans le cas de Vincent Bolloré, c'est qu'en fait, il passe son temps à tirer sur la corde. Il n'y a jamais aucune réaction politique, en tout cas en termes de régulation. Et du coup, ça pousse potentiellement le reste des acteurs du secteur. Ce qu'on a pu voir dans la décision de Bernard Arnault de limoger le directeur de la rédaction des Échos, contre l'avis de la rédaction. On peut finalement voir, en fait, il rend beaucoup plus permissif des comportements qui consistent à intervenir et finalement à s'asseoir sur l'indépendance des journalistes. Et de ce point de vue-là, c'est un cas d'école, mais c'est un cas particulièrement dangereux dans ce qui peut nous dire de ce qui risque de se passer dans les années à venir. Merci beaucoup, Julia, d'avoir si bien planté le décor en si peu de temps d'ailleurs. C'était très synthétique, très ramassé. Je ne sais pas si l'un ou l'autre panéliste souhaite compléter ce premier pan de notre étude. Mais comme tu as évoqué la question de la régulation, s'il n'y a pas d'intervention intermédiaire, c'est à Sophie que nous allons demander de nous présenter cette fois la question de la régulation, qui est effectivement tellement importante dans ce paysage où le pluralisme est mis à mal. Sur le cas Bolloré, une intervention complémentaire de l'un ou l'autre d'entre vous? Non? Je crois que Alors, Sylvain Sophie. Bourmeau souhaite intervenir sur Ouais, ben Bolloré. alors, Sylvain, Moi, je n'hésite ferai surtout pas. volontiers le lien avec la régulation parce que Pardon, je crois que j'avais un problème de micro, vous m'entendez? oui, Là, on t'entend, tout à Ah, fait, vous maintenant on m'entendez, oui, t'entend. j'avais un problème de micro, pardon. Oui, j'aurais bien aimé, avant qu'on aborde la question de la régulation, ajouter une petite chose s'agissant de Bolloré, pour compléter en fait ce qu'a dit Julia très très bien. Et il me semble qu'il y a peut-être, c'est pas non plus complètement nouveau, mais je pense qu'à ce niveau-là, ça l'est dans une certaine mesure. Je pense que ce qui se passe avec l'offensive de Vincent Bolloré nous oblige à cesser de réfléchir en distinguant d'une part, d'un côté, le secteur des médias et d'autre part, le secteur de l'édition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous venons d'apprendre la nomination de Lise Boel, l'éditrice d'Éric Zemmour à la tête de Fayard, cette grande et vieille maison d'édition qui fait partie du groupe Hachette, donc racheté par Vincent Bolloré. Et je pense que au moment où certains d'entre nous se sont levés contre cette stratégie de Vincent Bolloré, on s'est rendu compte de la diversité des profils des uns et des autres et de la connaissance partielle, en fait, au fond, en fonction des points de vue qui étaient les nôtres, très situés selon qu'on était journaliste ou travaillant dans l'édition. Et pour connaître un peu chacun de ces secteurs, en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas toujours équipé, ni intellectuellement, ni en termes de catégories de politique publique, pour faire converger des analyses d'une part, et d'autre part, éventuellement, des éléments de régulation à proposer. C'est-à-dire qu'il y a des formes de mobilisation des journalistes qui sont très attachés à certaines caractéristiques de leur statut, par exemple, de défense de leur statut de journaliste, qui ne sont pas forcément compatibles avec la défense du statut d'auteur qui est en train d'émerger dans le monde de l'édition. Or, il me semble très, très important de faire en sorte que une catégorie qui vienne coiffer en fait ces professions apparaissent et deviennent un interlocuteur et un acteur mobilisé face à cette stratégie de concentration. Parce que la concentration dépasse chacun des secteurs pour venir. Elle n'a de sens que penser globalement. Et d'ailleurs, peut-être on aura l'occasion d'en parler à propos d'autres questions s'agissant du service public de l'audiovisuel. Parce qu'il y a ce fantasme chez ces grands industriels aujourd'hui qu'il s'agirait simplement de brancher des tuyaux les uns sur les autres. Et donc, ça aurait du sens d'acheter des maisons d'édition parce qu'on va pouvoir faire des films ou des podcasts, comme si, en fait, tout ça se faisait mécaniquement. Voilà, alors eux ont ce coup d'avance. Je pense qu'on doit être critique par rapport à ce type de concentration à tous les sens du terme, c'est-à-dire non seulement de la propriété, mais aussi à cette vision de branchement, d'intégration généralisée en fait de tout ce qu'on peut produire en matière éditoriale et quels que soient les formats concernés. Voilà, je voulais juste ajouter ça.
Merci beaucoup, Oui, Sylvain. C'est très juste. Il faut vraiment tenir ensemble les deux, le monde de l'édition et le monde de la presse, et que les auteurs ne soient pas organisés pose d'autant plus de problèmes. Et peut-être que ce sera l'une des conclusions auxquelles nous parviendrons euh, à la fin de cette séance. Je passe la parole maintenant à Sophie pour, effectivement, ouvrir la boîte régulation, mais avec bien d'autres points d'entrée également. oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation, Christophe Jaffrelot. Merci pour ces échanges. En fait, je trouvais déjà que l'intervention de Julia Cagé posait des questions de régulation qui sont déjà très, très compliquées à traiter avec les outils, notamment de l'Arcom. Donc, je ne vais pas trop m'avancer sur la question de la concurrence, de l'autorité de la concurrence. Et il y a, je dirais, les questions de concentration sont aussi à penser de ce côté-là. Mais du côté des contenus, déjà, il y a un gros problème. Bon, déjà, le problème, c'est qu'il y a un désintérêt, en tout cas jusqu'à je dirais, la controverse, la montée des controverses autour de Bolloré, il y avait un désintérêt assez fort pour la régulation de l'audiovisuel. Et notamment avec un argument qui est un argument libéral porté, mais assez, comment dire, communément accepté, que selon lequel la régulation de l'audiovisuel, notamment la régulation politique, le contrôle politique, c'était une survivance un petit peu autoritariste qui nous venait des mauvais mots de l'ORTF, etc. Et qu'aujourd'hui, étant donné que les plateformes numériques proposent d'autres accès à l'information et d'autres accès et d'autres formes de débat public, c'était moins important de contrôler de façon stricte le pluralisme à l'intérieur des chaînes de télévision. Et donc, on a été, voilà, ce qui s'est passé quand même récemment. Donc, vous avez cité un certain nombre d'événements. Il y a aussi évidemment le rapport de l'Assemblée nationale, le rapport Saint-Toul, le bataillon, enfin surtout Saint-Toul, qui ramène la télévision au cœur des questionnements politiques et aussi des questions que l'Assemblée nationale doit traiter. Et aussi donc la faiblesse, hein, c'est-à-dire il y a eu la décision du Conseil d'État, mais il y a aussi ce rapport qui remet la télévision, je dirais, au centre des questions de régulation des médias en disant il n'y a pas que les plateformes numériques et aujourd'hui la télévision reste, donc ça c'est confirmé par beaucoup de recherches, notamment d'information et communication, mais aussi de sondages, d'enquêtes. La télévision reste le média, le principal média de confiance des Français, hein, même s'ils ont beaucoup de reproches à lui faire. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ça reste le premier, évidemment non exclusif, c'est-à-dire qu'on a les réseaux sociaux numériques qui sont aussi un moyen d'accéder et d'accéder aussi à des contenus qui peuvent être des contenus télévisuels, audiovisuels en fait, hein, mais aussi à d'autres types de médias. On a ça, on a eu aussi les États généraux de l'information qui montraient, qui donnaient la parole à des publics diversifiés, hein, représentatifs, avec des conférences, des conférences citoyennes qui donnent la parole à des personnes qui ne sont pas, qui sortent du cercle à la fois des universitaires et des journalistes et des élites politiques et qui disent on n'est pas très content de la qualité de l'information, il y a un problème de pluralisme. Et je pense que le problème Bolloré, il faut aussi le voir comme un révélateur je veux dire, c'est pas seulement un entrisme et une manière de contrôler l'information qui est nouvelle, c'est aussi que il y a quand même un répondant du côté des publics et qui est porté par un discours, évidemment un discours populiste qui met en cause les élites, mais je dirais que dans cette mise en cause, il y a aussi du vrai. Et c'est important aussi de voir Bolloré comme un échec de ce que les autres médias peuvent faire aussi, hein, et notamment dans l'organisation des débats politiques. Donc c'est vrai qu'en Infocom, on a l'habitude aussi d'écouter une attention particulière, on va dire, au public et une attention particulière au fait que quand nous faisons des enquêtes de réception,
nous nous rendons compte que, pour une part, le pluralisme, de façon générale, dans les émissions et les débats télévisés est assez modeste et est assez peu satisfaisant, quelles que soient les émissions et quelles que soient leurs orientations politiques majoritaires. Il y a une difficulté chez je dirais, dans les médias traditionnels à organiser vraiment un pluralisme avec une confrontation d'idées. Donc c'est gênant parce que justement, ce qui caractérise notre société, comme d'autres sociétés occidentales, c'est le clivage fort et on manque d'espace organisés dans lesquels des points de vue différents peuvent, sans être les plus extrêmes, puissent s'organiser. Et donc ça, c'est aussi une demande qui a été formulée par les États généraux de l'information, une demande de pluralisme, une demande de meilleure représentation aussi des classes populaires. Et je pense qu'on est, voilà, on est obligé de penser les choses un peu ensemble. Alors, sur la régulation, alors vous ajoutez, Sylvain Bourmeau, la brique de l'édition, et moi j'ai envie d'ajouter la brique du numérique. Donc ça fait beaucoup de briques à penser ensemble, et je ne pense pas que, par exemple, l'Arcom soit la bonne institution pour penser les problèmes de l'édition. Donc peut-être voilà, qu'il faut les porter dans une autre instance. Mais par contre, je pense que du côté de l'Arcom, il y aurait nécessité à penser la régulation, à structurer la régulation et les compétences de l'Arcom, déjà évidemment de les renforcer sur le plan du contrôle du pluralisme, parce que, je veux dire, pour que le Conseil d'État vienne à dire que la méthode ne convient pas, c'est une très forte remise en cause en réalité du contrôle du pluralisme, alors même qu'on est dans une instance qui est plutôt quand même une instance libérale, même si bon, elle a ses traditions aussi du côté de l'administration du droit public, mais c'est quand même plutôt une instance libérale qui dit on ne peut plus compter le pluralisme de façon aussi parcellaire, c'est-à-dire émission par émission, en ne décomptant que les interventions des hommes politiques qui sont bien étiquetés comme tels. Donc, il y a cette question du pluralisme, mais il y a aussi cette question de comment on va étendre les compétences de l'Arcom aux plateformes numériques ou en tout cas à toutes les stratégies numériques des grands groupes audiovisuels. Parce que ça fait aussi partie de cette diffusion, enfin, du rôle important des chaînes de télévision dans l'organisation des débats publics et de la diffusion des populismes que leur stratégie numérique, parce que ce sont là aussi les discours les plus clivants qui vont être les plus diffusés par voilà, tout ce que nous savons sur les politiques affectives par le web affectif et le fonctionnement des plateformes numériques et de leurs algorithmes. Et donc, il manque déjà, je trouve, cette cheville-là, c'est-à-dire étendre les compétences. Pendant longtemps, là aussi, il y avait un tabou qui était la volonté de ne pas étendre les compétences de l'Arcom ou de l'ex-CSA sur Internet parce que l'Arcom ou le CSA étant une institution nommée par le gouvernement, c'est une instance qui est perçue comme politique et que traditionnellement, le monde de l'Internet est très rétif à toute régulation. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont en train de changer. Et donc, il va falloir réarticuler aussi cette dimension-là. Voilà, je pourrais rentrer évidemment plus dans le détail du pluralisme, bien sûr, puisque avec Bolloré, ce qui se passe, et c'était très intéressant d'entendre Julia Cagé nous rappeler tous les postes de journalistes qui ont été supprimés, et par qui et par quoi sont-ils remplacés? Alors c'est vrai que les guignols de l'info, c'est un peu l'exception à la règle, mais ils sont remplacés par une montée de l'infotainment. Ils sont remplacés par des débats entre soi-disant experts ou éditorialistes qui ne sont pas affiliés directement à des partis politiques, mais dont les discours sont extrêmement bien orientés politiquement, et pour lesquels l'Arcom jusqu'à présent se refusait par crainte, en fait, par crainte qu'on l'accuse de subjectivité, bon, certainement aussi pour des raisons politiques diverses, mais je veux dire aussi par des questions de méthode. Ça pose des questions nouvelles de méthodologie et de périmètre.
j'ai regardé là, avant notre réunion, là, j'ai regardé les bilans du groupe Canal, mais aussi les bilans sur l'information qui sont publiés par l'Arcom pour l'année 2022. Il n'est pas fait mention de ces émissions enfin, qui sont devenues des émissions d'infotainment et même presque il faudrait trouver un mot, polytainment, hein, où le politique est traité comme un sujet comme un autre, hein, avec beaucoup d'irrespect et beaucoup d'approximation et bref. En tout cas, là, je désigne là notamment les émissions de C8 face à TPMP, face à Babin, sur lesquelles voilà, ça serait intéressant de revenir, et qui sont des émissions qui ont pris un tournant politique aussi, plus clair à partir de 2020, je dirais à peu près. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose aussi dans cette émission TPMP que peu d'intellectuels regardent parce qu'elle est, du fait de ses codes médiatiques, elle est très directement adressée plutôt aux classes populaires, on va dire, ou aux jeunes, mais aux jeunes des classes populaires aussi. Cette émission-là, elle a connu un tournant. Moi, j'avais porté mon attention dessus parce que je trouvais qu'elle était très sexiste, homophobe, enfin, elle portait des discours souvent, ou des jeux, à travers des jeux, des challenges, des, euh, des, des formules, hein, qui étaient à connotation sexiste et homophobe, qui d'ailleurs à l'époque, c'était en 2017, 2016, 2017, attirait beaucoup l'intérêt des journalistes, hein, qui, eux, regardaient ces émissions et qui disaient « Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, ça nous sollicitait un peu aussi pour aller voir. Ça sollicitait aussi l'Arcom, et qui, ponctuellement, comme ça, est intervenu à plusieurs reprises, hein, de très, très nombreuses reprises sur ces émissions-là. Mais au départ, c'était des émissions qui étaient plutôt infotainment, avec une dimension, voilà, sexiste, de genre, etc., mais pas directement politique. Et progressivement, ça s'est politisé, et on a eu aussi un intérêt enfin, je veux dire, qui a rencontré l'intérêt d'un certain nombre de partis politiques, en particulier le gouvernement, enfin voilà, le parti Renaissance, mais aussi l'extrême droite, bien sûr, Rassemblement national, mais aussi LFI, qui ont pu avoir des chroniqueurs politiques qui avaient leur place régulièrement dans ces émissions. Et donc, c'est aussi pour cela, parce que ça offrait une fenêtre que d'autres émissions, c'est là où je dis que Bolloré, c'est aussi ça doit interroger aussi ce qui se passe dans les autres émissions du programme, c'est que c'était aussi la manière dont les hommes politiques trouvaient de pouvoir accéder justement à des publics populaires quand les autres émissions ne le leur proposaient pas, ou pas de façon comme ça régulière, puisque ce sont des émissions quotidiennes TPMP. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Sophie, parce que effectivement, vous complexifiez la question de la régulation en disant d'abord que non seulement l'Arcom ne fait pas son travail, qu'elle s'occupe du numérique, et puis vous nous dites aussi que le pluralisme, bien sûr, c'est une question politique, mais pas seulement, et que finalement, ce que l'on montre dans certaines émissions, c'est contre le pluralisme social et culturel, et donc on est confronté à des défis qui sont évidemment encore plus importants, et la régulation, du coup, doit s'étendre à des sujets qu'elle délaisse dans bien des cas. Est-ce que sur ces sujets, l'un ou l'autre voudrait... Sylvain, à nouveau, tu réagis sur ce sujet avant de continuer Oui, je crois que Julia aussi ta voulait dire un propre... mot, mais Juste un tout petit mot, Ah mais ben, vas-y, très bien. Sylvain. bon, je commence. Non, plusieurs choses, parce que je suis en assez grand désaccord en fait avec Sophie GL sur un certain nombre de points. D'abord, je voulais commencer par rappeler, si on parle de pluralisme, une distinction qui me semble extrêmement importante, celle entre pluralisme externe et pluralisme interne. Le régime de liberté d'expression dans lequel nous vivons, qui est celui des grandes lois de la Troisième République, et sur la presse en particulier, ne fonctionne pas, heureusement, fort heureusement, au pluralisme interne. Les journaux sont parfaitement libres de publier ce qu'ils ont envie de publier. De même,
s'agissant des éditeurs. Donc, je ne suis absolument pas pour quelque forme de contrôle du pluralisme interne que ce soit, s'agissant des entreprises de presse, s'agissant des entreprises d'édition de livres. Et de la même façon sur le numérique. En fait, qu'est-ce qui justifie le contrôle du pluralisme interne? C'est tout simplement la rareté des fréquences, le fait que les chaînes de télévision ou de radio ne peuvent émettre que dans la mesure où la République française leur donne une concession en échange de la signature d'un engagement, d'un cahier des charges. Et donc c'est à ce titre-là qu'une autorité indépendante comme l'Arcom est chargée de vérifier à ce que le pluralisme existe. En revanche, et ça ne veut pas dire que la question du pluralisme externe ne soit pas très importante, mais le pluralisme externe, ça se construit autrement par d'autres modes de régulation, notamment des législations anti-concentration ou des mécanismes divers comme la loi sur le prix unique du livre qui est venue garantir un très grand pluralisme éditorial dans notre pays, la possibilité pour l'édition indépendante et la librairie indépendante de survivre. Et je pense que ça, c'est une mesure emblématique parce que c'est une mesure, il faudrait trouver des formes d'équivalent dans d'autres domaines pour parvenir à sanctuariser en quelque sorte des écosystèmes pluralistes, démocratiques, comme l'est dans une grande mesure quand même l'édition de livres, même si cet écosystème est menacé par ces phénomènes de concentration aujourd'hui et que cette loi ne suffit plus en elle-même. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Préciser quelque chose. Moi, je parlais d'extension de l'Arcom sur le numérique, sur les stratégies numériques des groupes audiovisuels. Hein. Je ne parlais pas d'autre chose. Oui, mais Parce il que n'y a le pas de reste rareté, n'est pas possible, hein, il y de a pas toute de façon. rareté, Voilà. il y a pas de rareté des fréquences d'émission. Enfin, je veux dire, Il y a une l'Internet, puissance d'émission qui est particulière et oui, qui mais se enfin, prolonge sur le numérique. l'Internet et la puissance, elle existe aussi avec l'impression des journaux en papier. Enfin, moi, je suis libéral politiquement. Je suis très attaché au régime qui est celui de la presse aujourd'hui, de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour des lois anti-concentration dont on a besoin pour éviter le rachat des journaux, le fait qu'ils soient possédés par des milliardaires. Mais il y a d'autres manières de s'y prendre. Et Julia a développé tout ça dans beaucoup de travaux. Je vais pas y revenir. L'autre chose avec laquelle je suis en grand désaccord, c'est l'idée qu'on aurait besoin de davantage de confrontation et de polarisation. Je pense qu'au contraire, le travers principal des médias aujourd'hui est d'organiser ce que dans la profession de journaliste, on appelle le pif-paf à longueur de journée. On apprend dans les écoles de journalisme à fabriquer de l'objectivité avec des guillemets en frottant les deux silex du pour et du contre. La sociologie du journalisme a montré depuis le début des années 70, avec Guy Tuckman en particulier, le caractère rituel et complètement stupide de ce type de projection, de production de la vérité ou de l'objectivité. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un expert en épistémologie ou en philosophie des sciences pour comprendre que c'est un peu rudimentaire en fait comme manière d'objectiver les choses. Et on sait bien que des nuances sur une question, des points de vue sur une question, il n'y en a jamais simplement deux, il y en a quatre, il y en a cinq, il y en a six. En fait, ils sont toujours présentés deux par deux et dans la culture journalistique telle qu'on l'apprend, on nous dit qu'il faut toujours le point de vue adverse, comme si, encore une fois, il n'y en avait que deux. Donc je pense qu'en fait, on a un monde qui est manichéen, fabriqué de manière manichéenne en permanence sous les yeux, que cela a atteint des proportions considérables aujourd'hui, à la fois dans le groupe Bolloré, mais aussi, par exemple, prenons l'exemple de ce jeune média, de cette start-up dans laquelle Emmanuel Macron a choisi de parler ces jours-ci. Je vous renvoie au très bon billet de François Saltiel sur France Culture hier matin qui montrait que ce nouveau média en ligne, Le Crayon, en fait, pariait sur un modèle économique de ce type, c'est-à-dire des pif-paf à longueur de journée en prenant les opinions extrêmes les plus importantes. C'est pas nouveau. Frédéric Tadei, dans un entretien aux Inrecuptibles il y a déjà 15 ans, expliquait qu'il allait quand même pas inviter des sociodémocrates parce que ça ennuyait tout le monde et que donc il préférait inviter des gens du Front National face à des gens d'extrême gauche, que ça faisait le spectacle et des étincelles. Donc je pense qu'au contraire, Et ça, c'est on- exactement le modèle, effectivement, de TPMP ou de Passe à Baba, enfin pas Passe voilà, à Baba, mais donc en fait, TPMP, où c'était exactement ça. Donc c'est ce que j'étais en train de critiquer d'accord, plus mais tôt. donc Donc je ne vois pas trop où est du le... pluralisme, il y en a beaucoup. Mais alors je voudrais venir Non, mais justement, il y en a pas pour autant beaucoup. Non, non, et non c'est pas mais ressenti comme ça par les publics. Non, non il y mais a pas beaucoup je de pense que c'est pluralisme parce que c'est compliqué d'organiser un débat justement en proposant des points de vue nuancés, y compris sur des grandes chaînes, y compris sur des chaînes mais publiques. parce que C'est pas parfois quelque chose de parce- très courant, au contraire. mais parce que parfois, à la place du débat, il vaut mieux avoir des entretiens longs avec une personne, puis
ensuite un autre entretien avec une autre personne. C'est-à-dire que le débat n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie démocratique. Je pense qu'il faut sortir aussi de cette idée-là, parce que le débat tend toujours à la joute, et je crois qu'on a besoin au contraire de programmes d'approfondissement, et que la question qui se pose, c'est effectivement à qui on donne la parole. Et de ce point de vue-là, il doit y avoir un pluralisme social, culturel, très très important. Je voudrais justement en venir à ce propos à la décision du Conseil d'État s'agissant du pluralisme, parce qu'elle me paraît extrêmement inquiétante en fait. Aussi étrange que ça puisse paraître de mon point de vue, j'ai beaucoup d'amis dans ce collectif Stop Bolloré qui ont été plutôt d'accord, et d'ailleurs la requête auprès du Conseil d'État a été portée par Reporters sans frontières, mais je dois dire que j'étais en assez grand désaccord avec la motivation à l'œuvre, parce qu'en fait, ça me paraît dangereux parce que impraticable. C'est-à-dire que l'idée que il faille en quelque sorte plaquer les clivages politiques sur l'ensemble des points de vue exprimés dans les médias me semble terriblement dangereux. On nous dit mais non, il n'y aura pas besoin de faire ça. En fait, le Conseil d'État dit il faut que tous les courants d'opinion soient représentés. Alors moi j'ai des questions très simples. C'est quoi un courant d'opinion? Combien il y en a dans le pays? Est-ce que le wokisme est un courant d'opinion? Comment on va coder tout ça? Comment moi je vais être codé si je prends la parole sur une radio ou de service public ou sur une télévision privée, peu importe. Je pense que c'est impossible à faire. Et on me dit on va le faire après coup grâce aux algorithmes, etc. Donc on va mettre entre les mains des algorithmes dont on sait plus ou moins comment ils fonctionnent, leur manière de fabriquer plutôt de l'eau tiède, je pense que ce serait extraordinairement dangereux à vrai dire. Euh, pour être quelqu'un qui, à la radio publique depuis près de 30 ans maintenant, estime avoir en charge une part de ce pluralisme, je dirais que on a l'habitude, c'est de notre responsabilité, elle nous incombe comme à tous les journalistes, la question de savoir à qui on donne la parole, la question de savoir la proportion de personnes qu'on invite, qu'on n'avait jamais invitées auparavant, la proportion de gens qui sont plutôt jeunes, la proportion de femmes, évidemment, la proportion de personnes racisées. Tout ça, ce sont des choses que personnellement, je prends en compte dans ma programmation et depuis fort longtemps. Mais voilà, c'est un travail, à mon sens, qui incombe d'abord aux professionnels qui ont pour métier de composer les différents plateaux et de veiller à ce qu'un pluralisme existe, qui ne soit pas de l'ordre du pif-paf dont je parlais tout à l'heure. Merci Sylvain. En tout cas, la FSP cultive le pluralisme et c'est bien d'avoir déjà lancé le débat. Julia, tu interviens aussi avant qu'on ne parle justement de radio et de télévision publique. Oui, en fait, je voulais juste réagir à ce que disait Sophie Gell et aller dans son sens en soulignant la responsabilité possible des autres médias. Puis je vais faire une petite réaction quand même par rapport à ce qu'a dit Sylvain. Je voudrais juste donner l'exemple d'une étude qui a été menée aux États-Unis sur les effets de Fox News et sur l'impact finalement de Fox News sur les préférences politiques, etc. Les deux chercheurs en sciences politiques de l'université de Berkeley qui ont pris ils ont recruté sur les réseaux sociaux un ensemble de citoyens qui a regardé Fox News, pris un groupe de contrôle, ils ont pris un groupe de traitement. Et au groupe de traitement, ils les ont payés pendant quelques mois pour regarder CNN. Ils avaient cette incitation à regarder CNN, et plus ils regardaient CNN, plus ils étaient payés. Ils ont mesuré leurs préférences avant, et leur degré de connaissance avant, ils ont mesuré leurs préférences et leur degré de connaissance après. Et on voit qu'après 3 mois d'exposition à CNN plutôt qu'à Fox News, vous avez des citoyens qui sont mieux informés, qui répondent plus juste factuellement à un certain nombre de questions et qui changent leur perception. Changent leur perception, par exemple, sur le fait que oui ou non, les élections de 2020 ont été truquées, ils changent leur perception sur le changement climatique, etc. Donc on se dit, bah tiens, vous avez un média qui est plus informatif que l'autre, en plus du changement de ligne politique, et ça va changer les préférences, les perceptions, la connaissance des différents citoyens. Mais ce qui est vraiment triste dans l'étude qu'ils ont fait, c'est que si vous regardez 3 mois plus tard ces mêmes individus, ils ont tous arrêté de regarder CNN une fois qu'ils étaient plus payés. Voilà. Ils sont plus Ils sont payés. tous retournés vers Fox News. La question est pourquoi? Alors même qu'ils ont changé leurs préférences politiques, leurs perceptions et leurs connaissances. Et c'est là où il faut s'interroger sur la qualité, entre guillemets, on en revient sur face à Baba, etc., sur la qualité, avec des guillemets finalement, que proposent ces programmes par rapport à ces news. C'est-à-dire que parfois, je pense qu'on peut avoir un audiovisuel, que ce soit public ou privé, qui
qui se pose comme finalement un espèce de modèle de qualité, qui n'arrive pas à comprendre que les téléspectateurs puissent davantage se tourner vers C8, mais il faut aussi savoir que c'est sa responsabilité. Et c'est vrai du point de vue, comme le disait Sophie Giel, du fait qu'un certain nombre de gens vont être contents d'aller y parler, y participer, mais c'est aussi vrai simplement du point de vue des téléspectateurs. Et je pense qu'il faut parfois, on va dire, sacrifier de l'éthos journalistique et de l'attachement à un certain nombre de valeurs, de textes longs, de formats, sans rien lâcher sur l'information, c'est-à-dire combien on investit en journalistes, combien on envoie de gens sur le terrain faire de l'enquête, le reportage, mais sur la forme, je pense que parfois il y a sans doute, des efforts à faire pour essayer d'aller à la recherche de ce public plutôt de se dire, mais attendez, et pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est souvent notre réaction, c'est mais pourquoi les gens regardent Hanouna? Non, bah, c'est pas la bonne question. Si les gens regardent Hanouna, c'est que Hanouna offre quelque chose que les autres n'offrent pas. Quand ce quelque chose, c'est du mensonge, c'est de la désinformation, c'est de l'homophobie, c'est du racisme, bon, ça, on ne peut pas courir après, il ne faut pas copier, mais il faut aller chercher dans le format ce qui fait que les gens se tournent vers Hanouna et ce qui fait que les gens retournent voir Fox News après avoir consommé CNN. Et d'ailleurs, moi, ce que j'avais conseillé à ces auteurs, mais bon, toutes ces enquêtes coûtent cher, ils n'avaient plus les moyens de le financer, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire de prendre un groupe de gens qui regardent CNN, de les exposer en les payant pendant 3 mois à Fox et voir s'ils restent sur Fox ou pas, ou s'ils retournent à CNN. C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement quelque chose qui est lié aux préférences politiques intrinsèques ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié au format? Voilà, donc c'est vraiment pour aller dans le sens de Sophie GL. Sylvain, je ne suis pas d'accord avec toi sur la décision du Conseil d'État. C'est pas facile. Et je veux dire, il n'y a personne ici, enfin je crois pas, et moi je connais aucun chercheur, aucun d'entre nous, on est beaucoup à travailler sur ce sujet. Personne chez nous, et à l'ARCOM non plus, il y a une espèce de réflexion collective importante, n'a la solution idéale pour trouver les critères qui vont faire en sorte que, contrairement à ce qui s'est fait jusqu'à présent, jusqu'en septembre 2021, Zemmour n'était pas comptabilisé dans du temps de parole politique, pas plus que Philippe de Villiers jusqu'à il y a quelques mois. Et ça veut dire que ça va pas. Ça veut dire qu'on passe à côté en termes de régulation du pluralisme interne, on passe à côté de choses importantes. C'est ce qui fait que CNews, et ça on l'a très bien documenté avec Camille, avec Nicolas, avec Moritz, arrête d'inviter des hommes et des femmes politiques au sens étroit du terme pour complètement finalement se dédouaner des règles de régulation, mais fait encore plus de politique. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas facile. Faire de l'étude de contenu, vraiment étudier ce qui est dit, c'est super compliqué parce que c'est une question de comment tu entraînes les algorithmes. On sait le faire sur le papier, sauf qu'on ne sait pas le faire vraiment bien. Tu as une question d'entraînement des algorithmes, on ne sait pas le faire. L'autodéclaratif, c'est ce qu'avait proposé Claire Seca et c'est aussi intéressant, mais ça pose aussi plein de problèmes. Après tout, Pascal Praud passe son temps à dire que c'est un gauchiste. Comment tu classifies les gens? Moi, j'ai proposé des choses qui sont imparfaites, mais par exemple, si tu signes des tribunes de soutien à un candidat, tu peux être pendant quelques mois rattaché à son camp. C'est pas parfait. J'ai pas de solution miracle, mais c'est pas parce que c'est un problème compliqué qu'il faut s'empêcher d'y réfléchir. Et je pense que c'est à nous, chercheurs au sens large, d'y réfléchir avec les acteurs du secteur, c'est-à-dire avec ceux au sein de l'audiovisuel qui sont en charge de ces questions-là, de comptabiliser le temps de politique, d'y réfléchir avec les régulateurs. À l'Ofcom, ils y réfléchissent tout autant. On avait une conférence normalement dessus lundi là qui a été annulée parce qu'ils ont organisé des élections anticipées. Du coup, tout ce qui relève du temps de parole, ça a été annulé. On aura la conférence en septembre. Mais voilà, c'est une question complexe. Moi, je n'ai pas la solution parfaite. Proposer des pistes, d'autres ont proposé des pistes. Et je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse collectivement parce qu'on ne peut pas s'empêcher de dire. Et franchement, tu disais comment toi tu vas être classifié. Bah, je pourrais te retourner la question, comment moi je vais être classifié, hein. Et on sait à chaque fois qu'il y a un coût de l'engagement et ça, voilà. Mais n'empêche que l'enjeu est trop important pour simplement qu'en fait, qu'on ait tous un peu peur de l'étiquette qui nous retombe sur la tête et pour nous éviter du coup de se poser la question, y compris d'un point de vue purement scientifique. Merci, merci à vous tous de bien baliser ainsi les termes du débat parce que effectivement c'est compliqué, mais vous avez l'art de poser les problèmes et ça aide quand même à les résoudre. Alors on ouvre un autre dossier maintenant, hein. On a un agenda très chargé aujourd'hui. On peut pas dire qu'on a pris la question d'une manière légère. C'est celui de cette fusion entre radio publique et télévision publique et c'est toi, Sylvain, qui introduit ce nouveau pan, cette nouvelle facette de notre problématique médiatique. Et tu le fais évidemment en étant concerné directement, puisque, comme tout le monde le sait, tu es producteur à Radio France. Merci Christophe. Euh, je vais le faire en faisant une transition avec le sujet précédent pour témoigner de ce que peut être les contraintes qui pèsent sur les producteurs de Radio France s'agissant de ce pluralisme. Euh, Aujourd'hui,
le pluralisme politique est mesuré et donc, alors dans des périodes comme celle que nous vivons actuellement, préélectorale, c'est terrible parce que, par exemple, ça conduit des chaînes entières à décider de ne plus avoir d'invités politiques pendant la campagne électorale. C'est-à-dire que, en Absolument. fait, les règles pour lesquelles on instaure le pluralisme produisent l'effet inverse, rigoureusement inverse. C'est-à-dire que, en fait, comme c'est pas praticable, parce qu'on ne peut pas produire de l'équilibre avec les créneaux qu'on a, ça produit trop de contraintes en fait sur la programmation. Eh bien, la seule façon de le faire, c'est de renoncer entièrement à la présence des candidats sur une antenne. De la même C'est vrai façon qu'on et en voit pas, permanence, ouais. pardon, mais si, enfin, c'est la réalité de France Culture aujourd'hui. De la façon la plus continue tout au long de l'année, le fait que des gens qui se trouvent être engagés politiquement parce qu'ils ont été ministres, qu'ils sont députés ou qu'ils sont aujourd'hui plus élus, mais ont été ou sont membres d'un parti politique, si ces mêmes personnes ont une activité intellectuelle en publiant un livre et qu'on veut les inviter dans leur émission pour parler de leur livre, on ne peut pas le faire, ou plus exactement, si on le fait, cela fait peser sur l'ensemble de la chaîne des contraintes qui font qu'on renonce à ce type d'invitation. Je prends un exemple très récent. Najat Vallaud-Belkacem vient de signer avec François Dubé un livre dans la collection La République des idées. Impossible pour moi, la suite dans les idées, pratiquement, d'inviter Najat Vallaud-Belkacem, en fait. C'est-à-dire que ce système entérine l'idée qu'il existe une classe politique professionnelle et qu'il faut choisir entre le fait d'être intellectuel ou responsable politique professionnel. Parce que si on est responsable politique professionnel, alors on est étiqueté comme tel et donc on pourra, si on vient parler comme intellectuel, on rentre dans les calculs, enfin bref, Il me voilà, semblait que c'était on le est dans ce type contraire quand d'aberration, même, hein. mais je veux Il dire, me semblait que c'était le contraire que posait justement la décision du Conseil d'État, c'est-à-dire mais non, mais justement moi, de ne pas séparer les politiques professionnels et les autres intellectuels, bon, puisque c'est justement ça qui nous je- pose mais problème. de Et de ensuite, je fait, trouve ça problématique de dire que si les règles actuelles, et bien sûr, vous avez raison, si les règles actuelles conduisent certains opérateurs à renoncer à des débats, c'est ce qui s'est passé d'une façon quand même assez grave avant le premier tour des élections présidentielles de 2022, au point que même l'OSCE s'en est ému, c'est-à-dire que les chaînes n'ont pas organisé de débat entre l'ensemble des candidats avant le mais premier tour des élections présidentielles, parce que c'était trop compliqué. là, je Mais parle là, d'autres. la régulation, juste pour dire qu'en principe, la notion de régulation, c'est-à-dire le rôle justement d'une instance de régulation, c'est de trouver des solutions à cela. Et peut-être donc faut-il aussi voilà, avoir un peu plus d'imagination pour considérer que l'impératif le plus important, c'est le pluralisme. Je maintiens cela, et le pluralisme, c'est pas le clash. Et d'autre part, c'est aussi l'ampleur, enfin la visibilité des questions politiques dans les médias, qu'ils soient radiophoniques ou télévisuels, puisque c'est ceux qui sont les plus contrôlés. Et que donc, à partir du moment où cette règle empêche le débat ou empêche des invitations que l'on considère comme étant cruciales, là, il y a nécessité, parce que vous n'êtes pas le premier, bien sûr, à poser cette question-là, il y a nécessité à rouvrir la question de la Alors, méthodologie bon, et des règles. je la rouvre pas là, j'aurais pas dû la rouvrir, mais c'est un débat extrêmement important et le quotidien, Caroline Drouet, je vois, assiste au débat, elle pourrait témoigner exactement de la même façon que moi des contraintes qui pèsent sur nous de ce point de vue depuis plus de 20 ans et qui sont pas acceptables d'un point de vue professionnel. La question de l'audiovisuel public. J'entendais tout à l'heure au Sénat la ministre de la Culture, Rachida Dati, répondre à une question du sénateur Brossat à propos de cette réforme de l'audiovisuel public en disant ce qu'elle a déjà dit à maintes reprises, c'est-à-dire que cet audiovisuel public serait fragilisé. Et je l'entendais dire en particulier, vous comprenez, face aux plateformes, notamment, l'audiovisuel public n'est pas en situation de récupérer les financements, c'est-à-dire les recettes publicitaires qu'ils devraient récupérer. La même Rachida Dati qui nous vante le modèle de la BBC, sans doute faudrait-il qu'elle écoute la radio, les chaînes radio de la BBC ou qu'elle regarde les chaînes télé de la BBC pour s'apercevoir qu'il n'y a pas de publicité sur cet audiovisuel public britannique, ni à la radio, ni à la télévision.
Et en fait, c'est tout le contraire de la BBC que propose cette réforme, parce que si c'était la BBC, d'une part, on supprimerait la publicité des chaînes de radio publique et des chaînes de télévision publique, premièrement. Deuxièmement, on rétablirait la redevance que ce même gouvernement a supprimée, fragilisant du même coup le financement de l'audiovisuel public et remettant en question chaque année ce financement. Donc là, voilà, deux différences principales. En fait, la trajectoire est rigoureusement inverse, c'est-à-dire de celle de la BBC. Et enfin, ce qui est visé par cette réforme, à mon sens, ce n'est pas la fusion de l'audiovisuel public comme on l'entend, mais bien plutôt l'absorption de la radio publique par la télévision publique. Et c'est ça qui, en tant que producteur de radio, c'est ça qui me révolte, et je ne suis pas le seul. Je pense que nous sommes nombreux à Radio France à avoir intimement la conviction que parler d'audiovisuel public est à la fois très noble et en même temps masque une véritable différence. Il suffit d'écouter cette différence pour reprendre un vieux slogan de France Inter. Elle saute aux oreilles, c'est-à-dire que d'ailleurs, elle se lit aussi dans les résultats, puisque la radio publique ne cesse de progresser et qu'elle est de loin les leaders dans tous les secteurs, en fait. Ce qui n'est pas le cas de la télévision publique, dont on peine à voir la différence s'agissant des journaux télévisés, s'agissant des programmes, la plupart du temps avec la télévision privée de très grand public, on va dire, des vieilles chaînes. Donc, là, il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence d'appréciation, simplement pour les auditeurs, les téléspectateurs. Mais il y a des différences que les auditeurs et les téléspectateurs ne connaissent pas, évidemment, parce qu'elles font partie de la boîte noire ou des coulisses du métier. Et c'est ça dont je voudrais parler aujourd'hui, parce que c'est ce qui est le plus inquiétant. La première chose que je voudrais mettre en évidence, c'est que à la radio, alors même que, vous savez, à Radio France, il y a à peu près 4500 personnes qui travaillent. À la télévision publique, il y en a le double. On fait 8 chaînes de radio, il y a beaucoup moins de chaînes de télévision. Le budget de la télévision est 2 fois plus important que celui de la radio, mais surtout 2 fois plus important, en fait, pour ne pas produire les programmes qu'ils diffusent. C'est-à-dire que, à part l'information, la télévision publique aujourd'hui ne produit pratiquement plus rien. Elle fait appel à des sociétés de production qui fabriquent les programmes qui sont commandés par ces chaînes, qui les coproduisent parfois, qui les diffusent, dont ils achètent les droits pour quelque temps. Mais ces programmes n'appartiennent pas au patrimoine public par la suite de la télévision. À la radio, c'est l'inverse, c'est-à-dire que 100% de ce que vous entendez sur les antennes de Radio France est produit en interne, et donc, après coup, fait partie du patrimoine de la radio. Ce patrimoine, il est extrêmement important aujourd'hui, dans la mesure où il ne s'agit plus d'archives, il s'agit d'actifs, comme dit la BBC depuis très longtemps. Le podcast, la réécoute, fait qu'aujourd'hui, y compris des émissions vieilles de plusieurs années, alors surtout pour une chaîne comme France Culture, ce qui en fait d'ailleurs la deuxième chaîne de France en termes de podcast, parce que c'est une radio qui sait particulièrement transformer le flux en stock, en quelque sorte. Donc, ça, c'est une différence majeure, et j'y vois même la raison principale de cette réforme, c'est-à-dire le lobbying d'un certain nombre de gens du côté de la production privée qui entendent récupérer aujourd'hui des programmes de radio à produire à côté de ceux qu'ils fabriquent pour la télévision. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis un certain nombre d'années, le podcast a servi de cheval de Troie à cette stratégie. Il y a 2 pays dans le monde dans lesquels il n'y a pas de marché du podcast. Ce sont 2 pays dans lesquels la radio publique est très forte, le Royaume-Uni et la France. Il n'y a pas de marché parce qu'il y a une offre de radio publique de qualité telle que c'est extrêmement difficile de faire son trou avec un podcast. Alors, c'est très bien qu'il existe des podcasts, ça a été encouragé par la politique publique du gouvernement. Et maintenant, on se rend compte, et d'ailleurs, ça a été promu par un ancien président de Radio France qui a voulu lancer une plateforme dans le domaine. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de modèle. Alors, d'ailleurs, ça fait beaucoup de mal en termes éditorial, parce que comme il n'y a pas de modèle, on est amené à réinventer la publicité dans des formes extrêmement dérangeantes. C'est-à-dire, en fait, on fait du public reportage, ça s'appelle aujourd'hui autrement, native advertising, brand content, ou tout ce qu'on veut, du sponsoring, c'est-à-dire de la publicité déguisée pour faire vivre ces podcasts privés. Mais malgré tout, ça ne suffit pas.
Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui tapent à la porte en disant, ben, on a besoin de produire des programmes, donc il faut nous ouvrir la porte, en fait, à la radio publique. Et ça, nous, producteurs de la radio publique, on voit là une grande menace pour la qualité de la production de la radio. Encore une fois, il suffit de faire la comparaison avec la télévision pour le voir. Et aussi pour l'utilisation des deniers publics, parce que je pense que produire en interne revient beaucoup moins cher, il y a beaucoup moins d'intermédiaires, beaucoup moins de couches. Il suffit de regarder l'économie d'une émission de télévision par rapport à l'économie d'une émission de radio. Tout ne se résume pas au fait que c'est un petit peu plus compliqué technologiquement de faire de la télévision. Loin s'en faut. Il y a des niveaux de rémunération qui correspondent à des cultures professionnelles, à des habitudes qui sont très différentes. Et je crois que ce serait une très mauvaise chose en termes de gestion des deniers publics. Autre point qui me semble important, et donc là, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est la raison pour laquelle je ne crois pas que ce soit pour fabriquer un ORTF, pour avoir le contrôle politique. Le contrôle politique, s'il existe, il existe déjà, et c'est pas le fait qu'il y ait deux structures qui changent ou une seule qui change quoi que ce soit. Je crois que la vraie raison, c'est le lobbying de cette production privée. D'ailleurs, ça s'entendait très bien à la première tentative, sous le premier quinquennat Macron, de faire cette réforme, lorsque c'était Aurore Berger qui portait le projet et qui était vraiment la porte-parole de ce secteur de la production privée de l'audiovisuel. Deuxième point qui constitue une différence majeure à mes yeux entre la télévision et la radio, la mesure de l'audience. C'est-à-dire que ça fait 25 ans que je fais mon émission, ça fera 25 ans bientôt que je produis La Suite dans les idées. Depuis 25 ans, jamais aucune direction de France Culture ne m'a donné mes chiffres d'audience et jamais je ne les ai demandés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les regardent pas, ça veut dire qu'on est dans un fonctionnement où ça n'a pas cours dans la relation entre un producteur et la chaîne. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne se soucie pas du public, parce qu'on voit que les audiences globales de la chaîne progressent. Mais moi, ce que je crois, c'est que si ces audiences progressent depuis plus de 20 ans, à France Culture, depuis 25 ans, en fait, de manière continue, c'est précisément parce qu'on ne s'en occupe pas au jour le jour. Et ça, c'est rendu possible par le fait que à la radio, on mesure l'audience en moyenne tous les 2 mois avec des enquêtes déclaratives. Là où à la télévision, Médiamétrie mesure les audiences quotidiennement avec des boîtiers. Et donc, n'importe quelle réunion dans une chaîne de télévision, même quand elle est publique, même quand elle devrait ne pas se soucier de l'audience tant que ça, commence par un débriefing sur les audiences de la veille. Chose impossible à la radio. Et ce débriefing est d'autant plus problématique à la télévision qu'en fait, il impute des succès à des choix éditoriaux. On va entendre: ah, je vous avais dit, on n'aurait pas dû traiter le tel sujet, ça n'a pas marché. Ça, on ne peut pas l'entendre, et on ne l'entend jamais à la radio, précisément parce que ce sont des moyennes. Donc éventuellement, on peut remettre en question le concept d'une émission, la personne qui la présente, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir tel mardi de la semaine ou tel jeudi de l'autre choisi tel sujet plutôt que tel autre. Et ça, c'est extraordinairement protecteur, en fait, parce que ça veut dire qu'on peut raisonner en termes de public et non pas d'audience. L'audience, c'est les gens qui sont là par hasard. C'est ce que mesure en fait Google Analytics. En fait. Et le New York Times s'est bien rendu compte qu'il fallait arrêter de réfléchir avec ce système-là si on voulait retrouver une diffusion de la presse payée qui tienne la route. C'est-à-dire qu'il fallait s'intéresser, faire la différence entre les vrais lecteurs et les gens qui sont là par hasard. Eh bien, c'est pareil avec les audiences télé, c'est des gens qui sont là par hasard. Les publicitaires sont assez bêtes pour acheter ces gens-là au même prix que les autres, les vrais, ce que le New York Times a compris. Eh bien, la radio, c'est un public. C'est un public comme on construit des publics au théâtre. Comme au théâtre, il y a des gens chargés de politique des publics. Comme dans les musées, il y a des gens chargés de politique des publics. Je crois que toutes les directions de France Culture que j'ai connues, et elles étaient nombreuses, à commencer par celle de Jean-Marie Borzex qui vient de mourir, se sont efforcées de construire dans la même direction, en fait, au-delà de leurs différences, ces politiques de public. Et je pense que le résultat, c'est celui-là, et c'est ça qui risque d'être mis en question. Évidemment, si Médiamétrie change la manière de mesurer, mais aussi de façon plus pernicieuse, et on en a déjà eu quelques aperçus à Radio France, si des gens qui viennent de la culture de la télévision et qui sont, même sans s'en rendre compte, en fait, complètement imprégnés de ce rapport à l'audience, se mettent à vouloir imaginer ou concevoir des grilles parce qu'on ne travaille pas de la même manière, en fait. Voilà. Merci beaucoup Sylvain d'avoir témoigné et analysé les deux à la fois et apporté des éclairages qui n'étaient pas forcément sur notre écran radar. Hein. Ce rôle des producteurs privés, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait identifié, par exemple. Et c'est important qu'effectivement on ait ces arguments alors que la bataille s'engage, alors que effectivement on va avoir des débats publics sur le sujet. Alors, on a pris beaucoup de retard, donc je passe immédiatement la parole à Thierry qui, en tant que
politiste. Je peux dire juste un tout petit mot, Christophe, et après Vas-y, un petit mot, Julia. donc comme ça permettra. Et après, je te laisse la parole entièrement, Thierry. Mais juste, Sylvain, il y a deux choses. Un, je veux bien juste que tu me confirmes, mais peut-être que je me plante. Pour moi, le rôle de producteur privé et le fait qu'en France, justement, contrairement au UK, la BBC, la télé puisse pas produire. C'est connu, c'est imposé par la loi. Et en fait, toutes les télés demandent l'inverse. En fait, demandent de pouvoir faire comme la BBC le fait. Donc, c'est une espèce de contrainte qui s'impose à elle et pas l'inverse. Et après, bon, je vais pas parler de ça maintenant parce que je vais laisser la parole à Thierry, mais ça pose des questions d'indépendance. Je pense que tu ne devrais pas t'asseoir dessus. Encore plus que maintenant, parce que là, il n'y aura plus qu'une direction et ça pose de grosses questions de financement. Et je ne pense vraiment pas aujourd'hui que l'enjeu, ça soit de savoir si la radio fait mieux son job ou pas que la télé. Moi, personnellement, j'écoute plus la radio que la télé. Il y a des différences entre la radio et la télé. C'est pour ça que je pense que la fusion est une très mauvaise idée. Je pense que c'est deux métiers différents avec leurs spécificités. Mais je trouve que s'opposer à la fusion juste en allant taper sur la moitié en disant la télé c'est nul et il n'y a que la radio parce que tu es producteur de radio, pour moi, c'est pas du tout la bonne approche. Il faut défendre l'audiovisuel public, défendre la radio publique, défendre la télé publique, s'opposer à la fusion. Mais tu vois, l'argumentation qui consiste à taper sur la télé pour dire il faut vraiment que la radio reste à côté, enfin, tu vois, c'est un peu, tu tapes sur la moitié de ton partenaire pour empêcher de vous fusionner. C'est pour les deux que ça sera très mauvais, hein. Donc pour aussi l'ensemble des citoyens. Voilà, je m'arrête là parce qu'après on peut avoir une discussion plus profonde, mais tu Juste vois, pour la ligne répondre en un mot, argumentaire, je la trouve pas bonne. Juste pour répondre en un mot, Julia, il ne s'agit pas de taper sur la moitié, il s'agit de faire en sorte que la télévision publique soit absorbée par la radio, en quelque sorte, non pas institutionnellement, bien sûr, mais en termes de règles du jeu, de culture professionnelle. Je t'invite juste à regarder ce qui s'est passé lors de la grève. euh, Combien de grévistes à Radio France, combien à France Télévisions, qui s'est mobilisé sur les réseaux sociaux contre cette réforme, ou contre et pour l'audiovisuel public de la radio et de la télévision. Très, très massivement à la radio publique, pratiquement rien à la télévision publique, qui le soir même organisait un débat, il s'est trouvé des journalistes pour l'animer, entre deux têtes de liste des élections européennes, en écartant tous les autres, ce qui pose un gros problème démocratique. Choisir de le faire le jour de la grève, voilà, je trouve que ça envoie un certain nombre de signes. Je m'arrête là. Merci. On va conclure ce tour de table donc par le point de vue de Thierry, qui, je le disais, en tant que politiste, a dû relever que dans le sous-titre de ce webinaire, il y avait est-ce que c'est pas la démocratie qui est en danger aujourd'hui avec ce qu'on voit d'évolution au pluriel dans les médias? Mais c'est une des façons d'aborder le sujet. Il y en a bien d'autres et Thierry, tu es libre de choisir D'accord. la tienne. Merci beaucoup, merci pour l'invitation à partager quelques réflexions, idées avec vous. Alors, je vais être aussi bref que possible pour laisser du temps à la discussion et notamment avec ceux qui nous suivent. Je ne vais pas m'engager sur la question de la réforme de l'audiovisuel qui, je ne sais pas, moi je suis pantois. J'écoute les députés macronistes qui ont beaucoup de mal à la justifier. Je crois qu'on ne comprend pas la rationalité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la rationalité. Je me rappelle aussi de la réforme de 1974, ce qu'on appelait le démantèlement ou le démembrement de l'ORTF, où en gros, vous pouvez trouver les mêmes arguments. Hein, il y avait une idée qu'il fallait rendre l'audiovisuel plus efficace, isoler des centres de coûts, etc. Mais bon, je ne vais pas m'engager là-dessus. Et juste un petit rappel aussi, l'audiovisuel est un domaine dans lequel on aime beaucoup faire de réformes. Donc tout à l'heure, on citait la loi Princeps, celle de 1986, et depuis, je crois qu'elle a été remaniée, modifiée une quarantaine ou une cinquantaine de fois, et je ne suis pas sûr d'avoir le compte exact. Donc on a un petit peu cette manie en France de constamment refaire un petit peu l'édifice, ou en tout cas changer l'édifice réglementaire sans toujours percevoir les directions et les finalités. Alors moi, je voudrais centrer mon propos sur deux points. Revenir et me faire à chaque fois l'avocat du diable, si vous permettez. Le premier point, c'est de revenir sur cette distinction, enfin cette notion qu'on a discuté déjà pas mal, de pluralisme interne. Donc, petit rappel, hein, en France, dans le dispositif réglementaire des médias, il y a
d'un côté ce qu'on appelle le pluralisme externe, qui concerne la totalité des médias, y compris la presse écrite, et on peut même mettre l'édition si on veut, et qui en gros vise à empêcher l'abus de position monopolistique, hein. Donc un dispositif très très complexe. Lisez la loi, vous verrez, c'est d'une complexité inouïe. Mais on va dire que c'est plutôt d'ordre économique, avant tout, même si évidemment ça a des conséquences politiques. Et puis ensuite, il y a le pluralisme interne. Alors, pluralisme interne d'abord, et ça a été noté, je crois, par Sylvain, il s'applique qu'à l'audiovisuel, pas à la presse. Et la justification traditionnelle, c'est de dire, dans la presse, tous les points de vue peuvent s'exprimer parce qu'il est assez facile de créer un journal. C'est ça un petit peu l'idée. Donc les coûts d'entrée sont relativement faibles, contrairement à l'audiovisuel où les coûts d'entrée sont élevés. Également, il y a cette idée de rareté des fréquences. C'est-à-dire que dans les années 70, 80, il y avait un nombre limité de fréquences et donc il fallait que l'État accorde des autorisations, distribue des places de fréquences hertziennes. Et à partir de là, donc, on pouvait justifier l'idée que, en contrepartie, il devait y avoir un pluralisme en termes de contenu. Alors, il y a aussi probablement l'idée, et c'est ça qui est intéressant, que à l'époque, hein, quand on a commencé à élaborer ce dispositif, qu'il y avait aussi un service public qui était rendu par les chaînes de télévision et de radio. Et je me rappelle même, je crois que c'était le ministre de la Culture à l'époque, Léotard, qui avait dit, en gros, les chaînes privées ou les chaînes publiques, elles remplissent, elles sont toutes légataires d'une mission de service public. Bien, alors c'est quand même intéressant, c'est ce que je voulais pointer ici, c'est que ce dispositif de pluralisme interne, il s'applique aussi bien aux chaînes privées que publiques, hein. Donc il y a ce qui est assez, ce qui surprend parfois les observateurs étrangers. Bien, alors, dans son application la plus simple, ça a été appliqué dans le domaine électoral et politique. Et finalement, c'est ce qu'on a souvent appelé la loi des 3/3, même si en fait, si vous regardez la réglementation, c'est un petit peu plus compliqué que ça, qui a été plusieurs fois aménagée et tout ça. Donc, l'idée, c'est que tous les courants politiques représentés à l'Assemblée nationale, plus dans la vie politique, ceux qui sont actifs et ceux qui apparaissent dans les sondages, eh bien, ils sont représentés également dans l'audiovisuel public et privé, télévision et radio. Alors après, on voit que c'est de plus en plus difficilement applicable. Je confirme ce qui a été dit, c'est-à-dire que à partir du moment où vous devez tenir une comptabilité qui est très complexe et qui le deviendra encore plus si on appliquait la décision du Conseil d'État, c'est déjà très complexe. Si on applique cette réglementation, bon, c'est compliqué, et donc certaines chaînes, TF1 et M6 en particulier, ont réduit la part des émissions politiques par rapport à une certaine époque. Si vous faites le comparatif avec la fin des années 90 et aujourd'hui, TF1 a presque plus d'émissions politiques, ou quasiment plus, je crois, sauf le journal télévisé et puis éventuellement quelques opérations électorales. Idem pour M6. Hein, et voilà. Alors là où je voulais me faire l'avocat du diable, c'est de me dire, après tout, est-ce qu'on doit maintenir ce principe de pluralisme interne au lieu de rentrer dans des usines à gaz de plus en plus compliquées? Et c'est un petit peu la tendance enfin, la question que nous pose l'orientation suivie par Bolloré, qui est finalement l'idée que il y a des chaînes qui sont éditorialisées, qui sont orientées politiquement. Et donc, question, c'est pas forcément ce que je soutiens, c'est juste quelque chose que je voudrais mettre au débat. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un univers où on a une assez grande multitude de chaînes de télévision et de radio, où de plus il y a l'Internet qui offre encore plus de sources, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer tout simplement que chaque chaîne de télévision s'éditorialise, hein, c'est-à-dire un peu le modèle à la limite des États-Unis, où vous avez Fox News, CNN, et bien là on aurait des chaînes au moins d'information, par exemple, qui seraient engagées politiquement, ou en tout cas orientées, et qui défendraient un point de vue. Question, hein, je ne suis pas sûr. Le second point que je voulais aborder, alors,
qui a trait aussi avec une définition de ce qu'on appelle le service public de l'audiovisuel, mais qui renvoie aussi à une vieille question qu'on s'est souvent posée en sociologie de l'audiovisuel et de la communication plus généralement, c'est de savoir si les médias devaient être un miroir ou une fenêtre pour les gens. C'est-à-dire, et là je vais reprendre un terme qui a été utilisé tout à l'heure par Sophie, est-ce que les médias doivent représenter la société dans sa diversité sociologique notamment, sociodémographique, ou alors au contraire, est-ce que les médias doivent jouer un rôle d'ouverture à la différence, de nous montrer des points de vue différents, de nous confronter à quelque chose qui ne nous est pas habituel, même expérimental? Alors, on évoque la BBC, on a évoqué plusieurs fois la BBC. Il y a une chaîne en Grande-Bretagne qui s'appelle Channel 4, qui avait été initialement conçue comme une fenêtre vers l'expérimentation, vers la nouveauté par rapport à la BBC One, qui était, elle, la chaîne traditionnelle, institutionnelle, qui était plutôt le miroir de l'ensemble de la société. Et donc, c'est une question qu'on se pose souvent. Et vous allez voir probablement où je veux en venir. Alors, c'est une question qui a été documentée à plusieurs reprises par le CSA et j'imagine aujourd'hui l'ARCOM qui commandite des études, par exemple, pour voir s'il y a une diversité de genre dans les émissions de fiction ou dans les émissions de débat, si les femmes ou ce qu'on appelait à une époque les minorités visibles sont représentées. Donc, on est soucieux de ce que les médias représentent, la diversité socio-démographique d'un pays. Mais alors, si on va dans ce sens-là, il faudrait aussi qu'ils représentent la diversité politique. Et donc, et là, je vais rejoindre un petit peu Julia, moi j'inverse, c'est pas les médias qui vont créer la société, mais peut-être la société qui crée les médias dans un certain sens et le succès de certaines chaînes. Nous sommes quand même dans une société française où nous avons 30 à 40% de gens qui votent pour le Rassemblement national. C'est pas un phénomène isolé. Vous regardez la Suède, un pays où on est nourri depuis la naissance au biberon social-démocrate. Vous voyez aujourd'hui la montée de l'extrême droite et du radicalisme. Donc, dans le monde entier, on a une montée de populisme et de radicalisme. On a un phénomène de polarisation qui est souvent observé. Et donc, d'une certaine façon, on va le retrouver, ça, je pense, dans le fonctionnement des médias. Et je rejoins donc mon propos initial, qui était de dire, finalement, est-ce qu'il ne faut pas vivre avec cette idée que aujourd'hui, l'audiovisuel va devenir comme la presse écrite, c'est-à-dire un ensemble de sources, de médias qui sont chacun éditorialisés dans un sens très particulier. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Thierry d'avoir en si peu de temps ramassé autant d'arguments. Il nous reste un quart d'heure et j'invite tous ceux qui souhaitent poser une question, offrir un commentaire, d'utiliser la boîte réservée à cet effet et Jean-Thomas vous lira les questions et les commentaires. Moi, je voudrais rebondir sur la première proposition que fait Thierry Bedel des chaînes éditorialisées, donc quelque sorte libération des contraintes actuelles. La question que je me pose, c'est si on dérégule ainsi, est-ce qu'on ne doit pas avoir encore davantage à faire au pouvoir de l'argent? Qui va créer les chaînes éditorialisées en question? Et là, on trouve quand même un des problèmes du modèle américain. Ce sont ceux qui en ont les moyens et le coût d'entrée est très élevé. Et à partir de là, est-ce qu'on aura toutes les opinions qui seront représentées? La question se pose un peu moins dans le monde de la presse écrite où l'argent à mettre sur la table est quand même moins important. Est-ce qu'on ne prend pas le risque de déséquilibrer encore davantage les sources d'information dans un sens qu'on pourra dire idéologique et même politique? Oui. Je donne la parole à qui, Christophe? À tous ceux qui veulent l'apprendre. Oui. Je vous laisse vous autogérer. Non, la question. On a tous levé la main.
Oui, on va C'est Alors, ça. allez-y, allez-y. Non, moi je dis juste un mot. Je pense que après Christophe, il va pas être d'accord avec moi, mais pardon, pas Christophe, Sylvain et Sophie, je sais pas. Mais je veux juste dire un mot par rapport à ça. Je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, tu as raison de dire qu'il y a de plus en plus de médias et c'est souvent l'argument qui est utilisé, hein, de dire qu'il y a plein de chaînes aujourd'hui d'infos en continu, qu'il y a plein de. Donc en fait, que les gens n'ont que l'embarras du choix. Donc en fait, on n'a plus la contrainte technologique qui a fait qu'en 86. Mais en fait, c'est pas vrai. Et de ce point de vue-là, c'est assez vrai ce que tu disais sur Fox News. C'est-à-dire que si tu regardes aujourd'hui toutes les enquêtes de comportement de consommation des citoyens, et l'ARCOM on a encore fait une sur un panel assez important, en fait, de plus de 10 000 personnes il y a quelques semaines, les gens ne regardent qu'une ou deux chaînes. C'est un truc de fou. C'est Moi, j'ai ça, du mal à comprendre. Tu c'est vois, ça. en fait, les gens, ils continuent à commencer par la 1. Ils zappent chaîne par chaîne. On comprend pas pourquoi tu peux rentrer directement sur la 27, mais ça coûte 2 ou 3 points. Et on va dire, ça coûte un ou 2 points d'audience à France Info TV par rapport à BFM, le fait d'être sur la 27 plutôt que sur la 15 ou la 16. Les gens Beaucoup plus avancent que ça. linéairement. Ouais. C'est fou. Bon. Mais ils avancent linéairement et quand tu regardes leur consommation, ils ne font pas leur marché. Et d'ailleurs, aux États-Unis, les gens qui regardent Fox ne regardent que Fox. C'est pour ça qu'on a encore besoin de pluralisme interne. Dans 30 ans, on n'aura peut-être plus besoin. Et parce qu'on dit, ah, les jeunes, ils consomment différemment. Déjà, ils ne regardent pas la télé. Mais vu le public qui regarde la télé aujourd'hui, qui vote, et vu leur comportement de consommation, moi, je ne vois pas comment on peut faire différemment que de maintenir du pluralisme interne. Merci beaucoup de cet Bon, éclairage. Sophie, oui, les raisons de maintenir le pluralisme interne. Ben, je crois que d'une part, il faut compter sur les deux instruments, c'est-à-dire la situation actuelle qui montre la faiblesse en réalité de la régulation publique au sens étatique du terme, hein. Face à des initiatives comme celle de Bolloré, montre qu'il faut à la fois davantage de régulation externe et de régulation interne, de normes en termes de concentration à la fois externe et puis de pluralisme interne. Pourquoi? Lâcher sur l'éditorialisation, ça veut dire affaiblir encore le poids symbolique des interventions de l'instance de régulation. C'est-à-dire, on va dire, bon, bah, chacun peut dire ce qu'il veut, etc. Moi, je pense qu'on ne peut pas du tout se permettre ça, justement, quand on est à 40% et quand on est voilà, quand on peut redouter le renforcement du clash et le renforcement des logiques qui favorisent quand même l'extrême droite, même si on peut penser qu'à chaque fois, il y aura un sauveur, un Emmanuel Macron qui pourra à la fois faire le jeu de l'extrême droite et en même temps voilà, nous sauver en même temps de l'extrême droite. Je pense qu'il faut absolument, au contraire, profiter de la situation pour demander davantage de régulation du pluralisme interne, d'une façon qui soit peut-être avec plus de souplesse dans un sens, c'est-à-dire qui permette aussi de tenir compte des débats, des contraintes, des opérateurs, mais qui soient des contraintes qui ne soient pas liées justement à l'orientation politique. Et je pense que le pluralisme, il faut aussi le renforcer sur les chaînes publiques, il faut aussi le renforcer sur les autres chaînes de télévision en termes, oui, de pluralisme culturel, en termes de pluralisme. Ce que montre l'enquête médiamétrie qui est faite par l'ARCOM en termes de diversité de genre, etc., elle montre que il y a une grande stabilité dans la manière dont les femmes expertes sont moins nombreuses de façon continue, dont les personnes racisées, j'aime pas ce terme, mais disons, ou minorités visibles, sont davantage assignées à des rôles négatifs qu'à des rôles positifs. Bref, ça ne suffit pas. Voilà, ce baromètre-là montre les blocages qui sont liés, à mon avis, au fonctionnement des élites médiatiques qui fonctionnent vraiment beaucoup en vase clos aussi. C'est ce qu'on voit. Tous les débats sont menés par les mêmes éditorialistes. Donc, il y a un vrai, moi, je crois que si on écoute un peu une demande intelligente qui viendrait des forces qui vont soutenir le populisme, mais qui pourraient soutenir autre chose, c'est davantage justement de pluralisme de pensée, de pluralisme social sur l'ensemble des chaînes. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, on a affaire à des élites politico-médiatiques qui sont quand même, qui fonctionnent beaucoup dans l'entre-soi, malgré tout ce qu'on a pu dire, écrire, etc. Et que cela nourrit aussi les parts de marché des chaînes de Bolloré.
Mais pour autant, abaisser complètement la garde, bah, ça serait juste aggraver la situation actuelle, à mon avis. Et je vois mal en quoi ce serait une solution politique. Merci Sophie. Sylvain, Oui, je crois que Julia a raison quand elle constate la pratique des téléspectateurs qui commencent par la 1 et qui font plus sur leur télécommande. Et je crois que d'ailleurs, ça nous permet de nous rappeler chaque fois l'erreur, enfin, c'était pas une erreur, c'était un cadeau politique fait lors de la privatisation de la première chaîne du service public. Et il eût été la moindre des choses pour l'audiovisuel public de garder la première chaîne. Euh, Cela dit, là où je suis plus d'accord du tout avec Julia, c'est je trouve pas ça, je trouve ça assez normal que les gens regardent peu de chaînes et je trouve pas ça inquiétant que les gens regardent une chaîne. Je veux dire, c'est le principe même de l'espace public démocratique. Les gens lisent un journal en règle générale. Ce journal en question fait preuve, fait montre d'un pluralisme interne limité, parce que c'est un journal situé politiquement. C'est toute l'histoire du journalisme et de la presse. Et donc, je ne suis pas du tout, comme journaliste, inquiet par le fait que la télévision, de ce point de vue-là, fonctionne comme la presse écrite. Je pense que il n'y a pas de... ce qui, en revanche, est très important, c'est que le pluralisme, ça ne se décrète pas et ça ne se contrôle pas, ça se fabrique à plusieurs et ça se fabrique dans un espace public. Et donc, il faut être libéral au sens politique pour que émerge un espace dans lequel les chances de survie de journaux ou de chaînes de télévision, de radio, de différentes sensibilités politiques, culturelles, etc., puissent exister. Euh, et, et- et je crois vraiment, et c'est là que je suis très sensible à la question, à la proposition en forme de question de Thierry Vedel. Moi, je peux répondre positivement à cette proposition. C'est-à-dire que je crois qu'il faut arrêter avec le pluralisme interne. Euh, je pense que c'est une notion même contraire à la philosophie politique classique, à celle qui fonde les libertés publiques, qui sont par ailleurs si menacées dans notre pays. Je pense qu'il faut assumer le fait que il n'y ait pas de contrôle du pluralisme interne. Et en revanche, je pense que si on est tant focalisé par cette question du pluralisme interne, c'est parce que des gens agitent cette question pour mieux détourner nos regards de la question du pluralisme externe dont ils ne veulent pas entendre parler. C'est-à-dire que ce qui est devant nous, c'est une législation antitrust conséquente, ce sont des lois anti-concentration, ce sont des mécanismes qui permettent de garantir l'indépendance des rédactions par rapport à leurs propriétaires, ce sont tout un tas de mesures que porte Julia par ailleurs, que le collectif Stop Bolloré porte, mais qui viennent garantir d'autres manières qu'en contrôlant le pluralisme interne, l'indépendance autant que possible des journalistes. Et donc je crois qu'il y a là un piège en fait avec cette notion de pluralisme interne. Je pense aussi, j'appelle aussi à tous les citoyens à contrôler la façon dont le pluralisme externe est organisé par les politiques publiques de soutien, parce que les aides publiques à la presse, c'est quelque chose de très important. Heureusement, grâce au syndicat de la presse en ligne, le SPEL, nous avons pu peu à peu obtenir que les services, le SPIL, pardon, que les SPEL, les services de publication en ligne, soient peu à peu traités un peu de la même manière que la presse papier, ce qui n'est pas encore complètement le cas. Il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, aujourd'hui, depuis 2 ans, on a le droit à des aides au pluralisme quand on publie un journal en ligne de la même façon que la presse écrite papier en a. Simplement, on n'est pas tout à fait logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'un journal papier a le droit d'avoir un site Internet, et il a un site Internet. Si un service de publication en ligne comme AOC voulait demain créer un journal papier diffusé en kiosque, alors il devrait renoncer à la possibilité de demander l'aide au pluralisme de la presse en ligne. Donc il y a cette asymétrie qui perdure, comme il y a eu longtemps une asymétrie sur la TVA, etc. Donc je pense qu'il y a des tas de combats à mener pour faire en sorte que le pluralisme externe soit conforté, veille à ce que la question des moyens économiques n'affaiblisse pas certaines sensibilités politiques outre mesure en particulier. Et la question se pose évidemment encore plus s'agissant des médias pour lesquels les moyens technologiques sont importants. Néanmoins, je ne crois pas que ce soit ce qui doit primer. Et là, on est face à un problème très concret. Je veux dire, je ne vois pas comment ça pourrait être pire, au fond, aujourd'hui, en France, la question de la concession des chaînes de télévision. On va avoir le renouvellement d'un certain nombre de fréquences. Je veux dire, la question qui se pose aujourd'hui à l'ARCOM, c'est est-ce que c'est vraiment possible que l'ARCOM, par exemple, reconduise en l'état les choses? Est-ce que c'est possible d'avoir que des chaînes d'information en continu de droite?
c'est complètement ahurissant. C'est-à-dire qu'en fait, l'Arcom devrait se poser la question à l'envers. C'est-à-dire devrait se dire, bon ben voilà, il faut qu'à l'arrivée, on fasse émerger une chaîne de télévision de sensibilité de gauche, parce que c'est la moindre des choses qu'on en ait au moins une. Donc espérons qu'on ait des dossiers en ce sens, et on va choisir l'un de ces acteurs, parce qu'il en va de l'organisation du pluralisme. Mais n'est-ce pas un vœu pieux, Mais non, Sylvain? c'est un vœu Qui va politique. venir financer C'est un une combat chaîne? politique, Christophe, c'est pas un vœu. C'est-à-dire Je que suis je pense que d'accord. c'est une question politique qui doit être portée par les citoyens. Euh, alors c'est vrai que l'Arcom est parfois composé de personnes comme Christine Kelly, hein, qu'on retrouve chez Monsieur Bolloré. Donc, En- vous voyez, moi, je Précisément en n'ai pas vraiment l'absence confiance dans cette autorité de la concurrence, qui par ailleurs pas respectée le moindre du monde par Monsieur Bolloré. Alors même que Radio France se fait en sorte de respecter l'Arcom au point d'aller contre une décision de justice. Je parlais là de l'affaire Guillaume Meurice. Bon, l'Arcom serait plus important encore qu'une décision de justice. Ouais. Bon, il y a quand même quelque chose qui va pas bien dans le fait d'être un bon élève comme ça du côté du service public vis-à-vis de l'Arcom, alors qu'il est foulé aux pieds par quelqu'un comme Bolloré. Ouais. Sophie, le mot de la fin, et ou Ah, Julia, mais rapidement. j'ai juste un truc en une seconde, vraiment une seconde. Mais juste, il y a deux points. Je pense que tu te trompes sur ton constat quand tu dis en insistant sur le pluralisme interne pour détourner nos regards du pluralisme externe. En fait, je pense que c'est le contraire. Je pense que Bolloré, il pousse le bouchon tellement loin pour faire en sorte que ça soit plus régulable et qu'on fasse péter toutes les digues en termes de pluralisme interne et qu'on l'abandonne. Moi, je pense que c'est vraiment le contraire et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Peut-être qu'il fait les deux, après tout. Voilà. Et l'autre point, une seconde, il y a quand même une vraie différence entre un journal et la télé. C'est que les gens, quand ils lisent le journal, même ceux qui lisent beaucoup, ils y passent une demi-heure, 1 heure par jour, ils y passent pas 4h30 ou 5 heures par jour, ce qui est encore le cas pour la télé, et que le pouvoir d'influence politique de la télé reste beaucoup plus fort que celui de la presse écrite. Donc c'est ça aussi qui fait que je pense que ça reste important d'y avoir de la régulation interne aussi à l'intérieur de la télé. Voilà, j'ai fini. Pardon. Sophie. Merci. Ouais. Je suis pas du tout d'accord sur le pouvoir d'influence de la télé ou des médias en général, qui pour moi est très faible. Voilà. C'est pas CNews qui a créé le Rassemblement national ou même Zemmour. Hein. Il faut s'interroger peut-être sur les causes structurelles, hein, Sur de la. Zemmour, c'est pas sûr. Sur Zemmour, c'est pas sûr, Oui, justement. Eh ben non, oui, bah non. oui. Bah justement, Thierry, non. il y a C'est plus toute quand une on Non, non, regarde non, littérature mais je veux dire, en non, sciences politiques, il y a toute une littérature en économie qui regarde le degré de persuasion des différents médias, l'effet qu'ils ont eu dans différents pays en utilisant différents chocs exogènes. C'est quand même bien documenté. Tu la connais mieux que moi en plus, cette littérature. oui, oui, oui. Mais est-ce qu'on est bien d'accord quand même, si vous pensez que c'est CNews qui crée la montée du Rassemblement national de reconquête, oui, ou de complètement. reconquête, Ah non, ben mais oui. dans tous les, et encore une fois, interrogeons-nous sur le fait que dans beaucoup de pays, quels qu'ils soient, il y a ce même mouvement d'opinion, de populisme, de montée du populisme, du C'est radicalisme, pas une raison pour. y compris, non, mais c'est pas une raison, mais il y a des causes profondes, structurelles, sociétales, je crois. Et c'est celle-là qu'il faut regarder. Et y compris aux Pays-Bas, enfin, des pays qui étaient libéraux, progressistes. Vraiment, il y a une évolution qui est stupéfiante, quoi. Et qui nous interroge profondément, je crois, sur la dynamique sociétale. Merci beaucoup. Vous venez de nous donner le sujet du prochain webinaire de la FSP parce que il C'est est vrai. l'heure, 18h30, de nous séparer, mais on a énormément appris grâce à vous et on a effectivement un autre sujet qui, je pense, après les européennes, va s'imposer encore plus clairement, qui est la relation entre médias et populisme. Est-ce que la montée du populisme est une cause ou une conséquence? Quelle est la relation entre l'évolution de la scène médiatique dans nos démocraties européennes, occidentales en général, et puis la scène médiatique? Merci encore une fois. Et puis lorsque vous recevrez le lien qui conduit à l'enregistrement que nous venons de faire, merci de le diffuser largement. Vous ferez des gens plus intelligents en les amenant à vous écouter. En tout cas, ceux qui vous ont suivis ont beaucoup appris. Merci encore et bonne soirée à vous tous et Merci. toutes.